Ça va aller? Parfait. Posez ça par terre, on va vous aider d'ailleurs. Merci beaucoup encore une fois à l'équipe technique qui nous assiste. Voilà. On va attendre d'être rejoint, donc M. Benamou nous rejoint. Donc ça prend quelques instants parce que dès qu'il y a des fauteuils, eh bien évidemment il faut faire intervenir cette rampe d'accès qui est très pratique. On a une tribune qui fait à peu près 50 cm de hauteur, évidemment c'est un peu compliqué. Voilà, venez prendre place, M. Benamou. Je vous en prie. Voilà. Super. Donc là, on va pouvoir se pencher sur une dimension extrêmement importante, hein, évidemment, des questions qui nous mobilisent depuis ce matin, à travers des témoignages, mais aussi à travers des retours d'expérience. C'est ce que c'est quand l'activité sportive en situation de handicap, mais aussi, vous l'avez compris, avec des retours. C'est la notion de patient expert, fondamentale, récente encore dans la législation française, mais absolument fondamentale, hein, pour pouvoir faire remonter des regards qui sont informés, documentés sur ce qu'est concrètement la vie en situation de handicap et permettre du coup que ce soit les directeurs d'établissement, mais que ce soit aussi le législateur, les autorités administratives qui interviennent dans ce domaine, on en a parlé avec les départements, d'être au fait de ce que c'est concrètement les problèmes dont ils peuvent parler. C'est essayer de faire en sorte de résorber la distance qui existe entre les décideurs et puis les populations concernées. Donc c'est évidemment un point clé, un point capital. Voilà, ben écoutez, je crois que notre tribune est constituée et très bien constituée. Et je vais donner tout de suite la parole, donc, je gère mes petits papiers, à Romain Ribou. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'inviter. Du coup, je suis Romain Ribou, comme ça a été dit, donc ancien athlète de haut niveau en ski alpin. J'ai la chance d'habiter dans cette belle région du bassin annécien. Je suis originaire de Savoie, de Tignes, et donc du coup j'ai fait pendant 20 ans, j'ai fait du ski de haut niveau pendant une vingtaine d'années. Mon handicap est assez léger, c'est donc une hémiplégie du côté gauche. J'ai un peu la coutume de dire que c'est un handicap qui est certes très léger, mais du coup pas très marketing, notamment aux yeux des médias. Ça n'intéresse pas beaucoup de reconnaître, on va dire, des handicaps invisibles, donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant sur justement la prise en compte des handicaps invisibles. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance de faire 20 ans en équipe de France de ski, apprendre du coup de ce que c'est on va dire un sport individuel qui se pratique en équipe, et du coup tirer pas mal d'expérience de ces 20 ans d'activité sportive. Alors je sais pas comment tu veux gérer la chose, est-ce qu'il y a une série de questions, ou est-ce que... Justement, quel bilan tu fais au fond de la situation qui était la tienne? Est-ce que tu t'es senti plutôt aidé? Est-ce qu'il y a des éléments de frustration qui te restent? Est-ce que tu aurais envie de signaler des points sur lesquels, au fond, on peut encore faire mieux et peut-être t'aider ou aider des gens comme toi qui ont ce genre de projet d'accomplissement à aller plus loin? Ouais, alors du coup, c'est vrai que moi du coup, ma carrière a débuté à la fin des années 90. On va dire dans une période où le handisport était encore assez confidentiel. Aujourd'hui, il y a des stars quasiment dans le monde du handisport. On peut penser à une Marie Bochet, à une Marie-Amélie Le Fur, des personnes qui sont très médiatiques, avec du coup beaucoup de sponsors, etc. À mon époque, c'était beaucoup plus confidentiel. Et donc du coup, j'ai d'ailleurs beaucoup aimé les témoignages de ce matin. Notamment, je trouve que la dimension collective et la dimension d'entraide, elle était fondamentale. Et donc du coup, moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé concrètement. C'est du coup une kiné qui s'occupait de ma rééducation sur Tignes, qui m'a dit tiens, il y a l'équipe de France qui s'entraîne à Tignes, va donc les voir. Et donc du coup, voilà, j'étais dans la marmite quand j'étais petit, et j'ai gravi petit à petit tous les échelons du coup, pour arriver au plus haut niveau international. J'ai mené la double vie et la double carrière, on va dire, d'avoir d'un côté une structure handisport, donc avec la Fédé Handisport, et de l'autre, pour compléter ce dispositif, un entraînement avec un club valide. Et donc du coup, je trouve que ça, c'était assez riche. Et d'ailleurs, j'ai pu le constater sur l'ensemble de ma carrière,
puisque du coup, forcément, la Fédé Handisport, c'est son métier que d'encadrer des personnes en situation de handicap, donc avec la bonne connaissance et notamment tout ce qui est donc, prise en compte du handicap, beaucoup de réflexions sur comment on peut faire diminuer, on va dire, les conséquences du handicap, notamment dans le ski en l'occurrence. Et à l'inverse, du coup, les structures valides, où là, on s'entraîne, on va dire, comme tous les autres jeunes. On essaye, autant que faire se peut, d'aller porter les piquets au début de séance, de détracer, etc. Donc il y a cette notion d'inclusion qui est pour le coup assez forte et qui est, je trouve, assez riche des deux côtés. C'est-à-dire qu'elle est riche pour nous parce que du coup, forcément, on est confronté à du haut niveau, c'est-à-dire concrètement, sportivement, le niveau sportif, il est quand même plus élevé. Les skieurs vont plus vite valides que handicapés, encore heureux. Mais d'un autre côté, eux, ça leur apporte une autre vision sur leur propre pratique et sur potentiellement leurs petites difficultés, etc. Moi, il y avait donc un ancien entraîneur des équipes de France Valide avec qui on avait partagé des stages et des tracés communs à Ushuaïa qui disait ça fait du bien à mes équipes que vous soyez là parce que en gros ça leur remet un peu des pieds sur terre et ça leur permet en gros de relativiser leurs petites blessures, leurs petits bobos, etc. Et de se poser aussi les vraies questions sur quelles sont leurs motivations. Donc voilà, je trouve que moi, le parcours était assez riche de ces deux cursus, on va dire. Aujourd'hui, les choses sont quasiment, ça va vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que tous les athlètes handi, il y a quasiment pour une bonne partie d'entre eux cette confrontation au milieu valide, et je trouve que voilà, l'un apporte à l'autre et c'est très bien. Et avec des superbes résultats aux derniers Jeux Olympiques. On a vu ça. Hein. Exactement, ouais. Extraordinaire. Que ce soit d'été ou d'hiver, les résultats sont bons et à l'aune de Paris 2024, c'est plutôt bon signe. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Gaël Drevnowski, alors une question toute simple. Qu'est-ce que c'est que patiente experte? C'est quoi votre quotidien? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous apportez concrètement au travers de ce mot que peut-être tout le monde ne connaît pas? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis patiente experte, mais avant de vous dire que je suis patiente experte, je voulais juste vous préciser que j'étais juriste. Mon métier, c'est d'être juriste. Je suis juriste dans une société d'assurance médicale et je suis diplômée en droit privé, en droit de la santé et en droit pénal. Et effectivement, en parallèle de mon activité professionnelle, je suis également patiente experte. En fait, j'aime beaucoup apprendre et à la suite de mon vécu avec le handicap, j'ai beaucoup lu sur le handicap et sur les relations des personnes et des patients avec le personnel de santé. Et à la suite de ça, j'ai préparé plusieurs diplômes, dont un master d'éducation thérapeutique du patient, qui me permet aujourd'hui d'être patiente experte et donc d'intervenir auprès de patients atteints de paralysie cérébrale pour leur apprendre à gérer leur pathologie au quotidien, mieux vivre avec. J'anime également des formations auprès des instituts de soins infirmiers, des instituts de formation en ergothérapie et également en kinésithérapie. Et j'accompagne également les familles qui souhaitent dans leur parcours, parce que quand elles souhaitent notamment des témoignages de personnes handicapées et étant plus âgées que leur propre enfant. Parce que souvent les familles sont démunies, on l'a dit ce matin à l'annonce du handicap, mais aussi lorsqu'il y a des décisions médicales importantes à prendre, notamment des chirurgies multisites. Voilà. Merci. Donc pour ma part, à la suite d'une grossesse multiple, j'ai en effet 2 frères et nous sommes triplés, et d'une naissance prématurée, mes frères et moi avons une paralysie cérébrale. J'ai effectué la totalité de mon cursus scolaire dans le milieu ordinaire. J'ai rapidement beaucoup investi l'école. Pour autant, tout n'était pas facile. Ma scolarité s'est déroulée avant la loi de 2005. Les moyens destinés à compenser le handicap étaient donc particulièrement restreints. Par exemple, les accompagnants des élèves en situation de handicap n'existaient pas encore et l'inclusion des personnes handicapées dans le milieu ordinaire était peu fréquente. À l'école primaire, je faisais donc figure d'extraterrestre pour les autres élèves, eux tous valides,
qui se moquaient de ma différence. De même, l'équipe pédagogique n'a pas été forcément bienveillante et n'avait pas reçu d'informations spécifiques. Ce sont mes parents qui découvraient avec l'équipe mes capacités et mes incapacités. Et notamment, je voulais vous rapporter une anecdote. Au moment de mon entrée en cours préparatoire, et à la suite du rapport effectué par une infirmière scolaire, l'inspection académique a refusé que je poursuive dans le milieu ordinaire et m'orienter, non pas dans un milieu adapté à mon handicap, mais dans un hôpital psychiatrique. Mes parents étaient abasourdis, d'autant qu'ils ignoraient le contenu précis du rapport de l'infirmière scolaire. Pourtant, malgré cette décision cataclysmique et soutenue par le directeur de l'école ainsi que par les différents bilans médicaux, mes parents formèrent un recours. Le résultat fut sans appel. Non seulement je devais poursuivre en milieu ordinaire, mais de surcroît, il était décidé de me faire sauter au moins une classe. Ma scolarité dans le milieu ordinaire a ainsi pu se poursuivre avec de bonnes notes et sans aménagement spécifique. Je devais quand même en permanence gérer mon handicap et en plus créer des solutions pour toujours être au même niveau que les autres enfants. Ce n'est pas la société qui prenait en compte mon handicap, mais ma famille et moi qui nous adaptions. Le seul aménagement dont je bénéficiais et qui me fut toujours très utile a été l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire pour les examens. Les journées me demandaient donc davantage d'énergie que pour les enfants valides et une capacité certaine à percevoir entièrement la réalité de ce que je vivais. Pourtant, en dépit de mon handicap, j'étais le même enfant que les autres. J'aimais apprendre, rire, jouer avec mes amis et j'avais envie de mener le mode de vie le plus ordinaire possible. Cette volonté de mener la vie la plus ordinaire possible s'est ensuite poursuivie et a toujours pu se concrétiser, comme je le souhaitais, grâce à une famille très investie et des amis de grande qualité. Alors, ai-je des aptitudes particulières qui m'ont permis de vivre tout cela ? Franchement, je le pense pas. Je ne suis pas taillée pour être une superwoman. Je crois fermement que nous possédons tous des capacités inattendues et qui se dévoilent dans l'épreuve. Nos ressources sont alors bien plus riches que celles que nous imaginions. C'est cette idée que traduit le concept de résilience. En physique, la résilience désigne la flexibilité des matériaux et leur capacité à retourner à leur état initial à la suite d'un choc ou d'une pression continue. En psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à réussir à se développer malgré l'adversité. Selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui a théorisé cette notion, il s'agit de continuer à se développer après un traumatisme. Boris Cyrulnik précise qu'en comprenant cela, nous changeons notre regard sur le malheur et malgré la souffrance, nous cherchons la merveille. Pour traduire avec mes mots, je dirais que nul ne choisit l'épreuve, mais nous pouvons tous choisir la façon dont nous souhaitons vivre cette épreuve. Et je pense aussi que toutes les fragilités sont l'occasion qu'en fait on se construit aussi à partir de nos fragilités. Et ces fragilités en fait permettent aux autres de nous rencontrer et nous font devenir ceux que nous sommes. La prise de conscience du handicap s'étale dans le temps. Chaque étape de la vie faisant surgir de nouvelles espérances, de nouvelles angoisses et de nouvelles interrogations. De même, la résilience est une dynamique qui s'inscrit dans la durée et dans le contexte de vie du sujet. Elle n'est pas une simple résistance, mais il s'agit d'une construction permanente. Nous ne sommes pas résilients tout seuls. La résilience se construit avec l'aide de personnes, des parents, des professionnels, parfois le plus souvent des proches, qui fréquemment, sans le savoir, jouent un rôle essentiel que Boris Cyrulnik appelle « tuteurs de résilience », lesquels permettent la reprise du développement de la personne meurtrie par la vie. Alors, quelles ressources pouvons-nous mobiliser pour augmenter les possibilités de résilience des personnes handicapées et de leurs familles ? Ces ressources existent vraiment, mais sont souvent masquées. Il convient donc de montrer les capacités singulières
en rendant les personnes handicapées pleinement acteurs de leurs choix, en commençant par de toutes petites décisions. Et c'est là qu'interviennent les professionnels, et c'est la place des professionnels que de créer cette alliance thérapeutique avec les familles, au centre duquel se trouvent les personnes handicapées. Les professionnels qui peuvent agir de la sorte font éclore les possibilités inattendues des personnes handicapées et mobilisent leurs ressources et créent des synergies. En m'écoutant, vous vous dites peut-être que j'ai de la chance d'avoir un tempérament aussi joyeux, ou peut-être, pensez-vous, que je suis un peu inconsciente. Je ne sais pas si je suis particulièrement optimiste. Le handicap a marqué, marque et marquera toujours ma vie et celle de mes proches. Et comme vous tous, je connais aussi des moments de lassitude et de découragement. Mais l'épreuve ne contamine pas tous les aspects de ma vie. J'aime la vie et j'aime profondément la vivre. Je ne me demande jamais où en est le niveau du verre, mais je me demande plutôt comment avancer. Je savoure pleinement chaque instant, sans penser à ce qu'il reste. Je crois que l'important, c'est vraiment ce que nous faisons et le sens que nous donnons à ce que nous avons vécu et à ce que nous vivons. L'essentiel est de donner du sens à nos actes quotidiens et de transmettre ce sens à ceux qui nous entourent. Merci. Guillaume Benamou, c'est à vous. Alors, je vous laisse peut-être prendre la parole. Vous m'avez fait passer quelques questions pour le cas où il faudrait vous relancer. Oui, mais on va essayer de s'en sortir. Eh bien, vous faites comme vous le sentez. On va essayer de s'en Chacun fait comme il le sent. Déjà, merci Gaël pour ces propos émouvants. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Guillaume Benamou, j'ai 37 ans. Je suis engagé dans la société et pour la société. Et en parallèle, je vis avec une quadriplégie spastique. Voilà, je ne vais pas vous faire l'explication de ce qu'est la quadriplégie spastique, je pense que vous la connaissez. Et j'ai la chance ou l'opportunité de vivre en région parisienne, vous en jugerez. Pour présenter rapidement mon parcours, moi j'ai eu l'opportunité de faire ma scolarité en IEM. Il y a un petit moment déjà de ça, avant la loi de 2005. Ça s'est plus ou moins bien passé. Je vais vous raconter quelques écueils de la scolarité en IEM, puisque ça a été vraiment pour moi une partie difficile de ma vie. À un moment, il faut dire les choses aussi, et je pense qu'on est tous là pour les entendre. J'ai eu, en plus de ma pathologie de base, qui est une paralysie cérébrale, l'opportunité ou la vie de développer un double kératocone. Alors le kératocone, je vais vous l'expliquer en 2 secondes, parce que comme ça, c'est la cordée qui devient conique et on perd plus ou moins la vue progressivement au fur et à mesure que la cordée devient conique. C'est une maladie génétique qui, pas de bol, j'étais le premier à développer dans ma famille. Je le dis parce que c'est important, dans le sens où il a été très long à diagnostiquer, il a été très long à nommer, puisque la paralysie cérébrale était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Et on avait une large tendance, enfin les équipes de l'époque, j'espère que ça a évolué et je le souhaite, les équipes de l'époque avaient une large tendance à tout mettre sur le dos de la paralysie cérébrale et de ses problèmes associés. Mais ma porte de sortie et mon espérance, moi, est venue du bénévolat, de l'engagement vers et pour les autres. Moi, j'ai coutume de dire que j'ai Bac-5, aujourd'hui c'est plus tout à fait vrai, mais pendant très longtemps j'ai eu Bac-5. Et ce qui était intéressant, c'est comment est-ce qu'avec un handicap lourd comme le mien, j'ai pu m'en saisir pour aller faire autre chose, pour aller faire de la solidarité internationale, de la solidarité locale, m'en saisir pour les autres. Et je vous invite vraiment tous à vous dire comment est-ce qu'on peut retourner le problème du handicap et comment est-ce que ça peut devenir une force. Et aujourd'hui, donc j'ai été pendant très longtemps engagé dans de la solidarité locale internationale, puis de la sensibilisation au handicap. J'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelle la Jeune Chambre économique internationale aussi.
qui est un mouvement qui, là, n'a absolument rien à voir avec le handicap et qui est vraiment un mouvement d'engagement citoyen et solidaire. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie possibilité pour les jeunes et pour nous tous de s'investir soit dans l'emploi, soit dans le bénévolat. C'est deux investissements qui sont totalement différents, mais qui peuvent être complètement complémentaires. Et le bénévolat peut être, éventuellement pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, une porte vers l'emploi, une des possibilités de porte vers l'emploi. Alors aujourd'hui, puisque la question c'était qu'est-ce qu'un patient expert, j'ai eu moi aussi l'opportunité de faire le DU de la Sorbonne en éducation thérapeutique du patient. Et donc, moi aussi j'accompagne des patients, un peu de famille, mais surtout des futurs professionnels de santé, par l'intermédiaire du DUMG de Bobigny. Désolé, je suis parisianiste, mais c'est quand même plus facile quand on habite là-bas. Du DUMG de Bobigny qui a eu la clairvoyance, je vais dire, de mettre en place depuis 4 ou 5 ans une pratique mixte dans les enseignements, c'est-à-dire médecin et patient. Et l'opportunité de mettre médecin et patient, c'est qu'on peut apporter le regard du patient dès l'enseignement en médecine, donc, et en particulier en médecine générale, c'est-à-dire le patient dans son cadre de vie et le médecin du quotidien. Et vraiment, je trouve ça enrichissant. Là, pour le coup, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec l'APC, et c'est tant mieux, parce qu'en fait, on se rend compte que, pour ceux qui on se rend compte qu'en fait, avec l'APC, on a un tas de savoirs et de connaissances qui peuvent être déployés ailleurs qu'en PC. Et on peut complètement, j'allais dire s'amuser, oui, s'amuser à être transverse avec sa PC. Et pour vous donner un peu un exemple d'accompagnement en rééducation, j'ai, avec mon orthophoniste, mis en place, la première fois qu'elle est venue me voir, elle me dit Guillaume, on va faire un truc classique, qui est la rééducation des praxis, et pour les troubles du bavage, on va faire un truc classique, qui est la rééducation des praxis. Je la connaissais pas, hein. Je l'avais jamais vue, ni des lèvres, ni des dents. Donc, elle me dit, on va travailler les praxis. Je lui dis, écoute, franchement, tu vas travailler à contracter des muscles qui sont déjà contractés, t'es sûr? Et là, elle me dit, ah, mais en fait, tu viens de m'apporter quelque chose. On peut du coup travailler autre chose, parce que dans l'accompagnement des personnes vivant avec un AVC, j'ai appris la détente musculaire des muscles de la bouche, et du coup, peut-être ça peut t'intéresser, toi aussi, dans le cadre de la paralysie cérébrale. Et là, je lui dis, bah, vas-y, banco, on y va, on essaye. Et maintenant, elle l'a théorisé dans sa pratique. Je dis théorisé dans sa pratique parce qu'elle n'a pas encore voulu publier sur le sujet, à mon grand désespoir. Donc, elle l'a théorisé dans sa pratique, et ça, c'est vraiment de l'apport du patient. C'est vraiment, il faut que nous autorisions, nous, patients, PC, parce qu'on a un gros avantage, les PC, je vais vous dire. Je vais vous dire un grand secret. On a un gros avantage par rapport à plein d'autres pathologies. On peut se le dire, on est entre nous, il n'y en a pas beaucoup d'autres là. Donc on va se le dire, c'est que la pathologie, on se la colle depuis toujours, et du coup, on a appris à grandir avec les difficultés, les écueils de grandir avec une pathologie, mais aussi les joies de grandir avec une pathologie, et le fait de pouvoir, si on le souhaite, se connaître et s'engager pour une meilleure qualité de vie pour nous. En fait, moi, la théorie sur l'APC, je la lis parce qu'elle m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est notre qualité de vie. C'est pas tellement ce que pense machin et bidule, parce que bon, ce que pense machin et bidule, de fait, il y aura des controverses. Mais par contre, la qualité de vie de chacun, c'est le projet de vie de chacun, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'habitat, c'est qu'est-ce que veut chacun et comment est-ce qu'on peut le mettre en place dans le quotidien de chacun. Et c'est des plateformes multimodales
de mise en place du travail commun. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faudrait quasiment travailler à la carte pour l'engagement de chacun. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du timing. Roulez. Roulez jeunesse. Je voudrais simplement... Je peux faire une relance, hein? Oui. J'ai une petite question qui n'a pas encore été traitée. Il y en avait 5, hein? Les 4 premières ont été traitées. C'est formidable, hein? J'aurais pas des choses à... Je me demande pourquoi il m'a demandé de prendre des questions. Il les avait toutes en tête. J'aurais un petit rebond aussi à faire tout à l'heure. Allez, allez-y, Romain. Mais parce que c'est intéressant, je trouve, ce que tu développais sur le projet de vie. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est vraiment très intéressant. Et quand on creuse dans le sport de haut niveau, en fait, c'est là. J'ai souvent l'habitude de dire que le ski alpin, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que ça s'applique en fait quasiment à tous les domaines de notre vie, dans la vie professionnelle, dans la vie citoyenne, etc. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se poser la question, de prendre du recul, et c'est ce qu'on fait systématiquement dans le sport de haut niveau, comment notamment on peut, ce que tu disais tout à l'heure aussi, retourner son handicap pour que ça en soit une force, c'est-à-dire se prendre du recul sur quelles sont ses forces et ses faiblesses, comment on va pouvoir améliorer ses conditions de vie, quel est le projet de vie qui fait sens pour soi. Et en fait, de là, c'est là où la dimension individuelle et collective revient, c'est-à-dire qu'il faut trouver les façons de bien s'entourer. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais en tout cas dans le sport de haut niveau, l'athlète tout seul, en gros, il fait rien. C'est-à-dire que si on ne va pas chercher les bonnes ressources et on ne va pas comprendre comment on va les utiliser, clairement, on n'arrive pas loin. Je prends un exemple. On va dire qu'il y a celui qui a un rapport à son coach qui va être différent entre, je le considère comme étant un simple entraîneur qui me donne des consignes techniques, et je le considère comme étant, on va dire, un sparring partner qui va m'aider à construire ma carrière. Moi, très concrètement, quand j'ai commencé à skier, j'ai donc 2 skis classiques, et puis donc un seul bâton, un peu de bricolage sur les chaussures pour qu'elles soient plus souples sur ma mauvaise jambe, mais un seul bâton. Et pendant très longtemps, j'ai cru comme ça, et en fait, au bout d'un moment, il y a un coach qui me dit « Mais Romain, t'es sûr qu'un bâton, c'est une fatalité ?» Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que non. Que, effectivement, en grattant un peu, on pouvait aller chercher de pas forcément mettre un bâton, parce que j'ai pas la mobilité du poignet, mais par contre, prendre juste la poignée du bâton. Et donc là, de fait d'être allé chercher, au final, vraiment de la réflexion de mon entraîneur, c'est-à-dire pas juste une réflexion tactico-tactique sur quelle ligne il fallait prendre sur les courses, etc., j'ai pu améliorer considérablement mes résultats, etc. Et je trouve que voilà, ça illustre bien cette dimension collective qu'il faut vraiment aller chercher on va dire, dans tous les instants de la vie. C'est-à-dire que il y a des ressources qui sont inestimables dans toutes les personnes qui nous entourent et qui peuvent nous faire grandir. On le voit aussi avec les équipements du sport. Hein. Concrètement, il y a une bonne collection de différents types de handicaps, hein, entre celui qui manque un bras, celui qui a un fauteuil, etc. Je peux vous dire que il y a c'est ça, ouais. Il y a pas mal de diversité, mais donc blague à part, on arrive aussi à s'apporter des conseils les uns les autres sur comment aménager la prothèse, les réglages d'amortisseurs pour les gens en fauteuil, etc. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, cette dimension collective, je pense qu'elle est vraiment hyper intéressante et vraiment fondamentale, et en tout cas pour la vie d'un sportif de haut niveau, elle est vraiment essentielle. Donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur ce que tu disais. Merci. Alors, deux choses pour continuer et pour finir. Alors oui, le handicap est un sport d'équipe. Et oui, tout seul, on est tout seul, nous, il faut qu'on reconnaisse notre dépendance. Mais c'est génial parce que du coup, on a besoin d'être aidé, du coup, on a besoin de faire du lien, et on a besoin d'être en relation. Et à ce propos, j'en profite pour remercier Christophe Cadiou, mon accompagnateur, et Annie, présents dans la salle. Mais au-delà de ça, oui, le handicap est un sport collectif, est un sport d'équipe, et nous devons tous unir nos forces pour avancer, chacun vers son chemin, dans un but collectif qui est une vie meilleure. Merci. Tout à l'heure, je disais 5 questions. En fait, on me l'a fait observer, je n'avais pas tourné la feuille. Il y en avait 6 autres de l'autre côté. 11 questions. Donc, je ne vais pas vous les lire là parce qu'on en a pour toute la nuit. Mais on va continuer. Juste après cette table ronde, on va revenir à la charge et lui poser quelques questions complémentaires. Un grand merci, Guillaume, pour cette présentation très stimulante, très roborative. Oui, Gaëlle. Juste
Je vous en prie. Aussi sur l'importance du collectif, l'importance de la pluridisciplinarité. Et effectivement, ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment très important de cette dimension de se dire on se donne des objectifs et on essaie. Et voilà, au moins on n'a pas de regrets. Moi, quand j'ai intégré le milieu ordinaire, mes parents, les médecins leur avaient dit ce ne sera pas possible, peut-être qu'elle ne marchera pas du tout, peut-être qu'elle n'arrivera pas à suivre à l'école. Mais voilà, en fait, à tous les âges de ma vie, mes parents m'ont permis d'aller plus loin et se sont dit on tente l'expérience, je dirais même on tente l'aventure. Et c'est vraiment en essayant et en osant. Et je crois que quand on est parent d'enfants handicapés ou professionnels, la première qualité, c'est évidemment l'écoute, mais la deuxième, très importante, et qui est rare dans notre société, c'est l'audace. Merci. Oui, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Exactement. Une grande partie qui dit ça, et je trouve que c'est pas mal. Et le mot audace résume tout ça. On va passer la parole à Anne Girard pour son intervention. Elle a préparé un texte. Si vous souhaitez le donner tel quel ou si vous souhaitez l'oraliser, vous choisissez le mode d'intervention que vous souhaitez. Voilà, on va vous transmettre. Voilà, on va vous donner un petit coup de main. Merci Jackie. Voilà. Je demande à M. Vanoni de me tenir le micro, c'est plus simple pour Bien moi. sûr. Tout d'abord, je t'invite à un fauteuil, mais ce n'est pas le cas habituellement. Il m'est arrivé un petit accident il y a 4 jours, malheureusement. Et ben, je suis là quand même et je suis bien contente. Merci à M. Vanoni pour m'avoir sollicité pour cette intervention. Je suis émue, touchée. Merci à Sandrine, mon ergothérapeute du service d'accompagnement à la vie sociale de l'ADIMC, qui m'accompagne aujourd'hui et qui donne tout pour être au maximum auprès de moi. Merci Sandrine. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure une âme qui parlait, alors, excusez-moi, mais j'ai oublié les noms, qui parlait de l'épilepsie. Ça va être mon entrée en matière, puisque moi je n'ai pas pu intégrer une classe, enfin, aller à l'école comme normalement, pour cause de crise d'épilepsie. C'est-à-dire que faisant de l'épilepsie, l'école maternelle ne m'a pas acceptée. J'étais inscrite, mais voilà, je n'étais pas acceptée. Imaginez, alors là, j'ai un message à faire passer, même si je sais que les choses vont évoluer, mais j'y tiens. Chers parents, vraiment, je souhaite de tout mon cœur que plus jamais un enfant vive ce que j'ai vécu, c'est-à-dire, imaginez-vous, vous avez plein de copains, vous discutez, vous jouez avec vos copains dans la cour chez vous, enfin, et tout d'un coup, un jour, les copains, ils partent dans un véhicule pour partir à l'école, avec le car. Qu'est-ce que vous faites? Je vous pose la question. Mais je vais vous donner la réponse de ce que moi j'ai fait. J'ai voulu les suivre. Je les ai suivis. Mais ma maman m'a rattrapé en me disant non, pas toi. Et pourquoi? Parce que tu peux pas. Parce que tu peux pas. C'est tout. Alors, moi, parce que tu peux pas, c'était très très dur. Je le relis là, en vous le transmettant. C'est pour ça, sur ce point, je vais m'arrêter là, mais je vous en supplie, tout ce qui peut être fait sur le plan scolaire, dès le début, faites-le. Merci. Alors, donc, j'ai eu une maman extraordinaire qui m'a
Alors, elle m'a inscrit, d'ailleurs, je lui rends hommage si vous le permettez, parce qu'elle est en maison de rééducation actuellement. Elle a 92 ans. Et je lui rends vraiment un hommage parce que elle m'a inscrit à des cours par, je ne sais pas si c'était notre NED à l'époque, c'était l'équivalent en tout cas, et c'est elle qui m'a appris à lire, écrire, compter couramment. C'est comme ça que je me suis ensuite, en 1966, je suis donc, on a appris qu'il y avait une classe, le centre IMC d'Annecy, pour dire exactement, qui ouvrait. Et donc mes parents ont eu l'intelligence de me présenter ce centre comme étant une école. C'était loin, alors là, on m'a bien expliqué que c'était loin, que j'entrerais pas à la maison tous les jours, que je serais en famille d'accueil. Voilà. Mais ça fait rien, j'allais à l'école, rendez-vous compte. Mais sauf que je me suis vite rendu compte que c'était pas une école quand même, comme toutes les copines. Voilà. Mais c'était quand même une chance. Et j'étais dans la classe, alors là encore un hommage, j'étais dans la classe de Micheline Belluard. Et Micheline Belluard, l'Institut Guillaume Belluard, Guillaume était son papa. Et donc l'Institut Guillaume Belluard, actuellement à Cran, porte le nom du fondateur. Donc, Micheline m'a beaucoup. J'ai dit Micheline parce que après on a gardé contact. Maintenant, il y a un moment que je ne l'ai pas vu, mais voilà. Je suis émue en parlant d'elle parce qu'elle a vraiment tout fait pour m'apporter. Il faut savoir que j'ai un handicap visuel. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai dû changer de lunettes pour pouvoir suivre le guide que M. Vagnoni a eu la gentillesse de me taper. Donc à l'Institut, non, excusez-moi, au centre, je suis tellement émue que. Donc je suis rentrée donc au centre IMC d'Annecy, pardon. Donc après, il y avait bien sûr la classe, la rééducation, la kiné, tout. Mais moi, je trouvais qu'il n'y avait jamais assez de classe et je demandais des devoirs le week-end, parce qu'en plus j'avais une de mes cousines qui était chez mes parents. À Sallanches, il faut savoir que j'habitais à Sallanches. Et pour être, comment vous dire, pour être en normalité avec ma cousine, elle avait des devoirs puisqu'elle était au lycée, enfin, de la première à la terminale. Enfin. Et du coup, moi, ça m'a poussé à encore apprendre, faire tous les efforts possibles intellectuellement, si vous voulez. Voilà, pour l'école, c'est important. Je dis tout le temps à tous les jeunes que je rencontre, qu'ils soient handicapés ou non, les études, si tu peux en faire, fais-les, c'est important. Ça apprend beaucoup de choses. Donc ensuite, il y a eu l'ouverture de l'Institut d'éducation motrice à Cran, avec l'internat. Donc là, j'ai du tout une famille d'accueil. Et donc, il y avait la rééducation, mais il y avait un internat. Voilà, c'était ça. Voilà, d'accord.
alors je voulais aussi il y a un point sur lequel je voulais venir, c'est le travail à l'ouverture de l'ESAT. Donc à l'ouverture de l'ESAT, ça n'a pas forcément été simple, parce que on prenait les travaux que les entreprises voulaient bien nous donner. Mais après, au bout d'un certain nombre d'années, c'était de plus en plus intéressant. Et puis, moi, il m'est arrivé une chose, alors là, on peut dire extraordinaire, voilà, c'est que l'on m'a, au bout d'un certain temps, on m'a proposé de tenir l'accueil et le standard de l'ESAT à mi-temps. Et puis, j'ai fait une formation d'agent d'accueil. J'ai eu cette chance de pouvoir... Alors, j'ai pas fait d'études, mais j'ai au moins fait, j'en ai même fait 2 formations d'agent d'accueil. Et donc, j'ai fait aussi, pendant que j'étais à mi-temps sur le standard de l'ESAC, j'ai fait des remplacements à l'IEM, enfin à l'Institut Guillaume Béluard aujourd'hui. Parce que c'était un ami qui avait des soucis de santé et qui se débrouillait tout le temps pour que je le remplace, que ce soit moi qui le remplace. Donc voilà, j'ai fait ces remplacements et puis pour finir, l'Institut Guillaume Béluard, un jour, s'est trouvé son standardiste, et c'était les secrétaires qui répondaient au téléphone. Donc, je ne sais plus qui était la personne qui est venue me solliciter pour prendre le poste du standard à l'Institut Guillaume Béluard. Et là, j'ai appris beaucoup. Là, ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique pour moi. Parce que, sur plusieurs niveaux. D'abord, j'adore les enfants, même si j'en ai pas, mais j'adore les enfants. Donc, les enfants de l'Institut, que je voyais en récréation, étaient un petit peu les miens. Je partageais avec les parents, comme Jackie, je partageais leurs enfants. Voilà. Et donc, mais j'ai appris, mais il y a une autre chose qui est très importante, c'est que j'ai aussi observé les secrétaires dans leur façon de classer, dans leur classement. Et en plus, elles m'ont fait confiance pour me faire du classement en plus du standard. Je devais aussi assurer des petites tâches, des classements, des papiers administratifs. Et du coup, je leur ai posé des questions, j'ai observé, et du coup, j'applique ça chez moi. Et les personnes du service du SAVS, du service accompagnement à la vie sociale, quelle qu'elle soit, quand elles viennent chez moi, chaque fois, elles disent « Mais chez toi, on trouve tout de suite, c'est formidable. » Voilà. Enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. C'est plutôt pour dire, que finalement, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et j'ai dû, alors, d'accord, alors oui, je vais terminer en disant que, zut. Je pense que c'est une bonne chute. Hein. Zut, c'est une excellente chute pour clore cette prise de parole. Merci beaucoup, Anne. On va vous applaudir vraiment très chaudement pour ce message très émouvant. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour essayer de rassembler
toutes ces idées, ce retour d'expérience sur une vie professionnelle. Je voudrais juste dire un tout petit mot que je vais piquer d'ailleurs à Guillaume, puisqu'il m'a fait passer un recto verso. Philippe Aubert, voilà, je crois qu'on avait là, selon l'expression qu'il avait utilisée, avec nous, 4 bricoleurs de génie de la vie. J'aime beaucoup cette expression, des bricoleurs de génie de la vie. Et Guillaume, d'ailleurs, si vous pouviez nous dire un tout petit mot, vous aimez Edgar Morin, et notamment quand il parle d'apprendre, dans un de ses livres, mais vous avez 1 minute, hein, Guillaume? Pas plus. Je vais essayer. Non, je dirais que pour compléter Philippe, qui est vraiment un ami proche, pour compléter Philippe et qui a dit bricoleur de génie au Conseil interministériel du handicap l'autre jour, je dirais qu'on est des constructeurs de génie et qu'on doit bâtir ensemble, professionnels et parents et personnes en situation de handicap, vous le prenez dans le sens que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de priorité, on doit bâtir ensemble un avenir meilleur pour chacun et un engagement pour chacun. Et pour conclure sur Edgar Morin, parce que bon, plus j'apprends, moins je sais. Magnifique. Ça, c'est une phrase. Superbe. On va les applaudir vraiment très très fort parce que quelle belle leçon hein, qui nous a été donnée là cet après-midi. On va tout de suite faire une petite pause parce que toutes ces émotions, hein, ça secoue. Il y a peut-être des questions. S'il y a peut-être des questions dans la salle. Oui, mais alors on va faire beaucoup de mal, on va prendre peut-être 1 ou 2, mais ça va être très compliqué parce qu'on a déjà explosé les temps. Je suis désolé. C'est comme ça. Alors s'il y en a 1 ou 2 urgentes, de toute façon on va continuer, on va être dans le patient, on peut les interpeller, on peut poser des questions, allez-y. Si d'ailleurs il y avait des gens qu'on n'a pas encore entendus, ça serait formidable de privilégier les gens qui ne se sont pas encore exprimés. Hein. Elle est de rigueur. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est bon? Allez, bah alors si vous êtes tout seul, elle est de rigueur et en plus elle est de droit. Bonjour, donc je voulais réagir à une question qui m'interpelle aujourd'hui. Vous qui êtes sportif, qui avez connu le haut niveau et qui êtes un grand sportif de ski, que veut dire le mot respect et valeur à l'heure actuelle, à tout ce que vous voyez à la télévision et notamment dans les stades de foot? Est-ce qu'on voit ça au ski aussi? Romain. C'est compliqué. C'est pas une question sympa ça pour finir. Ah non, j'ai envie de dire que les valeurs, dans la discussion qu'il y a eu aujourd'hui, je pense que vous les avez compris, un peu les valeurs d'engagement, de placer autrui au moins aussi important que soi-même. Ça, je trouve que ce sont des belles valeurs. En tout cas, la notion d'engagement, c'est quelque chose qui aujourd'hui rythme ma vie professionnelle. Donc je pense que c'est les valeurs, en fait, chacun détermine ses propres valeurs. Je pense que l'essentiel, c'est d'y être fidèle à ces valeurs et d'essayer d'embarquer en fait son écosystème, ses proches dans ces valeurs-là, en espérant que ce soit de bonnes valeurs. Ensuite, la notion de respect, elle est très importante et elle commence souvent par soi-même. Dans le sport de haut niveau, il faut effectivement être capable de se respecter, on va dire, dans les succès comme dans les échecs. C'est-à-dire que quand il y a des succès, ne pas trop avoir, comme on dit, le melon. Et puis dans les échecs, de ne pas vouloir trop se mettre la tête sous l'eau, etc. Et je trouve que ça, c'est important pour bien se respecter, d'être capable de prendre du recul. Et ça aide aussi à respecter les autres, de prendre du recul, puisqu'en fait on peut s'imaginer et éviter potentiellement de réagir, on va dire, à chaud, d'essayer d'analyser des fois pourquoi la personne a pu dire quelque chose qui peut paraître déplacé, elle a peut-être des raisons, etc. Donc je trouve que cette prise de recul, en fait, elle facilite pas mal le respect. Pour ce qui est des stades de foot, voilà, je pense qu'il y a effectivement, c'est un sport qui rassemble, on va dire, un public qui est assez divers et varié. Il y a eu récemment des très mauvais exemples, mais il y en a eu aussi des très beaux, là, avec un supporter qui était décédé, et les supporters, je crois que c'était Lensois et Marseillais, lui ont rendu un hommage commun. Donc c'est aussi des belles valeurs et une belle preuve de respect qui, même dans le foot, peut arriver, donc c'est plutôt intéressant. Merci Anne, Guillaume, Gaël, Romain. On va vous applaudir très fort, hein. Ça a été un superbe moment. On serait resté des heures avec vous.